Deuxième débat de la matinée et c'est le dernier de ces tribunes de la presse. Trump n'est pas populaire en France, c'est le moins qu'on puisse dire, mais l'univers idéologique dans lequel il baigne prospère malgré tout dans notre pays. Les ingrédients, quelques-uns de cette sauce trumpiste à la française, une demande d'autorité, l'éloge du pouvoir vertical et du libéralisme économique, un moindre attachement à la démocratie, la critique de l'immigration, de la justice, le retour en force du conservatisme religieux et bien d'autres items. Alors à 18 mois de l'élection présidentielle, évidemment la messe n'est pas dite, contrairement à ce que peuvent prédire certains sondages. La recomposition du paysage politique réserve sans aucun doute encore des surprises, mais cette trumpisation de la société française a de quoi inquiéter et on va l'analyser avec nos invités. Pour ce débat en partenariat avec le quotidien Sud-Ouest, je vous remercie d'accueillir chaleureusement Lucille Schmitt, Clément Beaune et Cole Stengler. Lucille Schmitt, présidente du think tank La Fabrique écologique, membre du comité de rédaction d'Esprit. Vous venez de rédiger une note de la Fondation, pour la Fondation Jean Jaurès sur les pratiques écologiques des précaires dans l'ombre. Clément Beaune, haut-commissaire à la stratégie et au plan, ancien ministre de l'Europe et des Transports des gouvernements Jean Castex et Elisabeth Borne, ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron et proche du président de la République. Vous avez signé aux éditions Stock « Je dirais malgré tout que la politique est belle » et vous dédicacerez ce livre à la fin de notre débat. Et puis Cole Stengler, journaliste franco-américain, journaliste indépendant. Vous collaborez à de nombreux médias, professeur à l'American College of Mediterranean à Aix-en-Provence, pardon pour l'accent, et vous avez publié Le Miroir américain aux éditions Les Arènes. Je vais commencer avec vous, Cole. Pourquoi la France vous semble-t-elle particulièrement exposée à la trumpisation, en tout cas plus que d'autres pays européens ? Oui. Donc, je vais répondre à la question. Je pense que tout d'abord, je pense qu'il faut souligner, à mon avis, à quel point les dynamiques politiques sont comparables dans nos deux pays. Elles ne sont pas identiques, mais elles commencent à se ressembler de plus en plus. Donc, tout d'abord, les classes populaires qui basculent à l'extrême droite en dehors des grandes villes, et notamment dans des zones impactées par la désindustrialisation. Donc la gauche perd une partie de sa base historique. Certains de mes amis à gauche ont parfois du mal à le reconnaître. Ils vivent un peu dans le déni. Je pense malheureusement, il faut regarder les chiffres. On l'a vu aux dernières élections présidentielles aux États-Unis, on l'a vu en France aux dernières élections législatives. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on assiste aussi à une radicalisation de la droite traditionnelle dans nos deux pays. Donc, à la fois les électeurs et les élus, c'est-à-dire la base historique vraiment de la droite, les petits patrons, les commerçants, les artisans, même les professions libérales. Ces gens-là vont être de plus en plus tentés par des discours extrémistes. On l'a vu aux États-Unis, parfois quand on pense un peu au cliché de la base trumpiste, on pense à l'ouvrier avec sa casquette MAGA, où on peut penser aux ouvriers dans le nord de la France, dans l'est de la France. Évidemment, ces gens-là existent, mais il faut aussi prendre en compte ces électeurs vraiment de la droite classique qui, eux, se radicalisent. Et puis on le voit aussi avec les discours de cette droite qui se radicalise, qui se concentre de plus en plus sur la question de l'immigration. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus concret. L'immigration est, un sujet politique comme les autres, sauf qu'aujourd'hui, l'immigration est devenue vraiment l'obsession centrale de la droite dans nos deux pays, aux États-Unis comme en France. On a ce qu'on appelle aux États-Unis une forme de nativisme. Le nativisme, c'est l'idée selon laquelle l'immigration serait responsable de tous les maux possibles. Ce n'est qu'en réduisant drastiquement l'immigration, même en expulsant des immigrés sur place, qu'on va restaurer en quelque sorte la santé de la nation. C'est ce que dit Donald Trump. Tous les jours, on a des sorties de plus en plus extrêmes, mais c'est vraiment au cœur de l'idéologie trumpiste. On le voit aussi en France, bien évidemment. Donc, ce sont des discours qui étaient souvent à la marge de la vie politique, qui maintenant se retrouvent au centre du jeu, qui sont propulsés par la droite traditionnelle. Et puis ensuite, on a les médias, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir. Mais pourquoi la France particulièrement ? Et je vais répondre maintenant directement à la question. Deux choses très concrètes. Premièrement, le niveau de mécontentement politique en France, le niveau de dégoût de la chose politique est très, très élevé quand même. Ça, je l'ai ressenti sur le terrain en tant que journaliste. Je l'ai vu au moment des Gilets jaunes. Je l'ai vu au moment du mouvement contre la réforme de retraite. Je pense que vous le sentez dans vos discussions avec vos proches. On le voit aussi dans les sondages, dans les études d'opinion.
Chaque année, Ipsos publie une étude d'opinion sur l'état de la démocratie dans 9 pays, donc 8 pays européens et les États-Unis. En 2025, comme en 2024, la France est arrivée en tête. Donc la France est le pays où les gens se disent le plus insatisfaits du fonctionnement de la démocratie. Donc devant les États-Unis, 60%. Donc il y a cette colère qui est quand même très importante en France. Et bon, tout le monde a sa part de responsabilité, toutes les forces politiques ont leur part de responsabilité. Malheureusement, je pense que les choix du président de la République et de sa majorité n'ont pas aidé. Quand je pense à l'utilisation de l'article 49.3 à répétition, et là on a vu tout dernièrement aux élections législatives, où le président refuse de nommer un Premier ministre qui serait issu des rangs qui sont arrivés en tête finalement de ces élections, qui veut rester le maître du jeu. Ça, c'est des conséquences très graves parce que les gens se disent finalement mon vote n'a aucun impact. Les élections, de toute façon, eux, ils contrôlent la politique, mon vote n'a aucun impact. Ce qui m'amène à mon dernier point, là je vais terminer. On a ce système présidentiel en France, qui est quand même très important, comme aux États-Unis. Et c'est ça qui vraiment distingue la France de nos voisins en Espagne, en Italie, en Allemagne. On a un système présidentiel où, à un moment donné, les électeurs sont obligés de choisir entre 2 candidats et donner des pouvoirs considérables aux vainqueurs de ces élections. Ce qui fait que dans un contexte de mécontentement, d'aliénation politique, dans un contexte où la droite mobilise sa base, des surprises deviennent possibles. On peut se retrouver avec un président qui a une base de soutien relativement faible, relativement minoritaire. C'est le cas de Donald Trump aux États-Unis, ce sera sans doute le cas de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella ou un autre candidat d'extrême droite si jamais ils arrivent au pouvoir en France. Il ne faut pas se dire que Donald Trump bénéficie du soutien majoritaire des Américains. Par contre, il a réussi à construire une coalition suffisamment forte pour remporter cette élection présidentielle. Et à la tête du pays, il a les pouvoirs de transformer, oui, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire, de transformer le pays à son image. Et c'est pour ça que je crains vraiment qu'on pourrait assister à ce même scénario en France. Clément Beaune, Cole Stengler vient de l'évoquer il y a un instant. Quelle est, selon vous, la part de responsabilité de ces élites françaises dans la montée du populisme et de l'antisystème qui séduisent, il faut le dire, une part de plus en plus jeune de la population française? La responsabilité des élites. Bonjour, merci pour l'invitation au débat. Elle est forcément existante et forcément importante. Dans les élites, d'ailleurs, il faudrait sans doute définir. Je me mets sans doute dedans, puisque, comme Lucille, comme d'autres, je suis passé par des grandes écoles, j'ai exercé des responsabilités. Donc, quand on a exercé des responsabilités publiques, on a une responsabilité dans la situation et le rejet. Quand il y a une situation de rejet qui a été décrite par Cole Stengler et qu'on voit dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, qui n'est pas propre à la France, j'allais dire malheureusement, parce que ça ne nous rassure pas, qui est sans doute durable, mais qui est spécifique à la France. J'insiste juste sur un point, qui est spécifiquement importante en France. J'insiste sur un point que Cole Stengler soulignait. C'est vrai que traditionnellement, et je reviendrai sur l'actualité, on est une société de défiance, ça a été bien documenté, plus que les autres sociétés européennes, et pas qu'à l'égard de la politique, à l'égard de la presse, à l'égard de l'entreprise. Et ça s'est accentué, mais c'est un fond, si je puis dire, assez profond dans notre pays. On est une société de pessimisme. Toutes les enquêtes internationales qui montrent des comparaisons sérieuses, régulières entre pays, indiquent qu'il y a un pessimisme français, encore au-delà de la politique seule, qui est extrêmement important. Et puis, ces dernières années, partout une polarisation, mais sans doute les 2 sociétés, ça avait été bien documenté par Gérald Bronner par exemple, les 2 sociétés occidentales, disons, qui sont les plus polarisées, sont la société américaine et la société française. Alors on voit ces phénomènes de populisme, de rejet, d'émergence aussi très rapide, comme ça, de figures antisystème ou de thèmes antisystème, je pense au Brexit, ailleurs qu'en France. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni est très éclairant. Il y a 10 ans, moins de 10 ans, il y a le vote pour le Brexit, qui est une forme de mouvement de rejet aussi des élites, de l'Europe, mais aussi d'une certaine catégorie économique, la City, etc., au Royaume-Uni. Et celui qui a mené le Brexit au départ, M. Farage, alors même que le Brexit aujourd'hui est rejeté, en tout cas dans toutes les enquêtes d'opinion, par une majorité des Britanniques, est celui qui est en tête des intentions de vote. Et donc il n'a pas disparu, et d'une certaine façon, comme Donald Trump, fait un comeback que personne n'imaginait vraiment. On verra jusqu'où ça va.
Bon, en France, on a ce triptyque, si je puis dire, de pessimisme, de défiance et de rejet des élites qui est assez traditionnel. Il y a sans doute quelque chose qui, pour ça que je parle des élites administratives, notamment administrativo-politiques, c'est qu'on a beaucoup, dans un État centralisé, insisté sur la compétence, la technicité. Les technocrates, on en parle partout, mais ça s'est revendiqué en France en quelque sorte. Moi, je dirige une petite institution qui s'appelle Le Plan, qui a été créée après-guerre, en 1946, ça va faire 80 ans exactement, en même temps que la sécurité sociale, en même temps qu'on a créé un institut de statistique publique, l'INSEE, en même temps que l'École nationale d'administration. Il y avait cette idée qu'on construisait des institutions qui mettaient les techniciens et les experts en charge d'une reconstruction et d'une vision de long terme. Et c'était d'ailleurs totalement assumé, et la construction européenne dans ses premiers pas, était aussi une construction technique, voire technocratique, assumée, en quelque sorte, à l'abri des peuples, dirait-on. Jean Monnet, d'ailleurs, a été à la fois, commissaire au plan et un des pères de cette Europe des petits pas, de la méthode technique, qui devait ensuite créer de l'adhésion. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Et donc on a un pays où, encore plus qu'ailleurs, sans doute, je pense avec des avantages, des atouts. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut dénoncer l'État, l'administration, la haute fonction publique, les experts, etc. Mais on voit bien que dans une période où le rapport à la vérité change, où l'idée que l'expertise a quelque chose à apporter est attaquée partout, dans notre pays, ça prend une violence particulière. Et en plus, soyons honnêtes, moi j'étais dans une conférence un peu comme celle-ci il y a quelques jours à Saint-Raphaël, quelqu'un m'a dit, sans agressivité, m'a dit mais écoutez, c'est formidable, vous et d'autres, vous faites des études, peut-être vous avez même du mérite parce que vous venez pas tous de familles au départ aisées, etc. Vous faites ces grandes écoles, ces études, ces concours, etc. Très bien, on nous a dit qu'on avait les meilleurs experts, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs fonctionnaires, et regardez où on est. Bon. Et donc cette idée qu'il y a un décalage entre la situation du pays et plus généralement de l'Occident ou de l'Europe et une expertise qui a été revendiquée, crée évidemment un rejet particulier qui n'est pas nouveau, qui est particulièrement fort en France et, on y reviendra peut-être, qui est sans doute durable. Donc il ne faut pas juste considérer qu'il faut en quelque sorte attendre, que c'est un mauvais moment à passer et qu'il n'y a pas de conséquences à en tirer. Je ne crois pas en revanche, pour anticiper peut-être sur nos débats d'après, que la réponse soit dans une sorte de flagellation ou d'autodestruction de l'expertise et de la science, ou une forme d'élite. Parce que je pense que ce discours trumpiste ou trumpien, il est évidemment extrêmement dangereux, avec d'ailleurs une malhonnêteté crasse. C'est que quelqu'un comme Donald Trump, mais quelqu'un comme Boris Johnson, essaye de faire croire qu'ils sont les défenseurs du peuple. Quand on regarde sur le plan strictement sociologique ou sociologique et économique, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des gens qui soient issus du peuple, de classes populaires, de classes modestes. Ce sont souvent des héritiers d'ailleurs, extrêmement riches. Et c'est d'ailleurs cette espèce de cynisme qui fait qu'ils s'emparent d'un rejet des élites pour en bénéficier eux-mêmes en tant qu'élites. Ce qu'on est en train de voir aussi quand les masques tombent. Est-ce que les partis traditionnels français commettent aujourd'hui la même erreur que les démocrates américains, c'est-à-dire de construire un discours contre le populisme, mais sans apporter véritablement de réponse constructive et convaincante? Oui, sans doute. Moi, je fais partie de ceux qui pensent effectivement, mais maintenant c'est assez commun de dire, c'est pas en disant l'extrême droite ou l'extrême gauche c'est mal qu'on va arrêter cette tentation, ce vote et cette montée. D'abord, encore une fois, ce n'est pas un phénomène que français, donc c'est un phénomène sans doute profond qu'on voit à l'œuvre durablement en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis, même en Espagne et au Portugal, qui étaient préservés de ces tendances extrémistes jusqu'à récemment. Donc je crois, oui, effectivement, en partie, à ce discours, disons, de l'efficacité. C'est parce qu'il n'y a pas de résultats assez visibles, c'est parce qu'on ne prend pas assez soin des attentes des gens sur les services publics, sur la question de l'identité ou des frontières, on pourrait y revenir, qu'il y a une tentation, et un vote, plus qu'une tentation, populiste ou extrémiste ou nationaliste. C'est vrai. Moi, je ne fais en revanche pas partie de ceux qui disent, du coup, arrêtons le discours sur les principes ou les valeurs. Bon, je pense que le pire, pour revenir sur des épisodes politiques, c'est quand ceux qui ont défendu une certaine ouverture, moi je suis un pro-européen, je ne crois pas à la fermeture des frontières, je me définirais relativement libéral sur le plan économique et sociétal, etc. C'est pas parce que c'est pas le courant dominant du moment qu'on va bien combattre le mouvement nationaliste que je pense dangereux en disant, bah, écoutez, ils ont raison, on va faire la version light de ça. On va faire du Trump light, du Le Pen light, du Bardella light, de l'AfD light. Bon, ça, je ne crois pas du tout que courir après, c'est le fameux original et la copie, mais c'est très juste, soit une garantie de succès. Je prends un exemple récent, qui évidemment, une hirondelle ne fait pas le printemps, assez fragile.
la campagne des Pays-Bas est très intéressante, puisque c'est des phénomènes qu'on retrouve partout en Europe. Le parti qui arrive en tête, alors il a à peu près 20-25% des voix, c'est pas non plus un triomphe total, mais le parti qui arrive en tête et qui a été le mieux placé de loin de tous les partis, disons, traditionnels ou du centre et de la gauche et de la droite classique, c'est un parti qui s'appelle D66, qui est un parti dont le leader est jeune et a dit « Moi, je suis pro-climat, je pense qu'il faut mener le combat contre le changement climatique et pas reculer là-dessus malgré le fameux backlash écologique. Il faut être pro-européen. Je ne suis pas pour qu'on ferme notre pays et qu'on ferme nos frontières et qu'on désigne les immigrés comme bouc émissaire, pour faire court. » Bon. Et ce jeune leader politique, M. Yetten, Rob Yetten, il a gagné les élections, en tout cas il arrive en tête des élections, face à un parti populiste qui a reculé, parce qu'il a réussi à créer un espoir, ce qu'il a d'ailleurs appelé, c'est pas inintéressant sur la sémantique, la force positive. C'est son slogan et sa bannière politique. Bon. On l'a vu d'ailleurs, et parfois c'est sur le fil, en Pologne. On a eu les deux. On a eu, après une grande mobilisation citoyenne, des partis de droite libérale, du centre et de gauche qui ont fait une forme de coalition et qui ont gagné contre le parti nationaliste au pouvoir depuis une dizaine d'années, le PiS. Et puis on a vu aussi une élection présidentielle où à quasiment 50-50, mais ça a basculé du côté du candidat nationaliste. L'inverse s'est produit. Donc il n'y a pas de fatalité, et je ne crois pas que ce soit juste en disant on va améliorer un tout petit peu un service public ici, on va être un peu plus dur sur l'immigration, mais quand même pas comme l'extrême droite jusqu'au bout, qu'on va les contrer. Donc je pense que le discours de principe, de valeur, il doit demeurer. Il ne faut pas qu'il soit moralisateur, abstrait, caricatural, mais moi je ne tire pas comme conclusion, notamment de la double victoire de Trump contre Hillary Clinton et contre Kamala Harris, que l'erreur de mesdames Clinton et Harris était juste d'être woke, d'être ouverte sur les droits, de ne pas parler de social. Oui, il y avait de ça. Il y a les partis classiques, y compris à gauche, ont abandonné en partie la question sociale. Ça, c'est vrai. Et je pense que Trump gagne notamment sur la question sociale, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Mais n'oublions pas quand même que si on abandonne tout cadre conceptuel, toute doctrine, toute valeur, tout principe face aux partis populistes, d'extrême droite en particulier, je ne pense pas qu'on gagnera en battant la coulpe et en disant « ils ont raison au fond, on va faire une version un peu techno, un peu light du Trumpisme ». Ça, je ne crois pas. Vous évoquez le climat, parlons-en, Lucille Schmitt. Dans la rhétorique trumpiste, il y a ce discours très anti-écologique et climato-sceptique. Comment se fait-il qu'en France, pays des Lumières, de Marie Curie, pays de la science, ce discours puisse être repris par une partie de la droite et de l'extrême droite et que ce discours réussisse à imprimer ? Oui, ravi d'être là également. Je crois que si ce discours est repris médiatiquement par l'extrême droite, maintenant de longue date, ça fait bien 3-4 ans que Marine Le Pen, par exemple, a commencé à monter un discours contre l'éolien. Ça fait, à partir de la mobilisation des agriculteurs et à partir du moment où on rediscutait de la PAC à l'échelle européenne vers 2023, que c'est associé à un discours anti-énergie renouvelable, un discours qui dit, au fond, regardez ce qui arrive à nos agriculteurs, les écologistes nous emmènent droit dans le mur et d'une certaine manière vont contre l'histoire de la France, qui est une histoire paysanne, ils vont contre ceux qui cultivent la terre. Donc il y a eu l'intuition du côté de Marine Le Pen et de l'extrême droite que la manière dont on faisait de l'écologie, c'est-à-dire en faisant tomber l'écologie du ciel, moi je dis toujours qu'il y a une écologie d'en haut qui d'une certaine manière va heurter le peuple, parce qu'on ne fait pas les lois écologistes correctement, parce que très souvent lorsqu'on les a faites, on s'aperçoit des conséquences concrètes des lois, parce que ça illustre de manière extraordinairement éclatante le décalage entre la société, la vie quotidienne et ceux qui vivent ailleurs. Il y a un sentiment autour de l'écologie, comme c'est un sujet émergent encore dans le débat politique, dans les affaires de l'État, il y a au fond du tâtonnement, et ce tâtonnement à chaque fois tombe du mauvais côté et du côté au fond d'un sentiment de punition de ceux qui sont les plus précaires. Alors c'est évidemment une imposture, parce qu'on le sait, c'est ce que démontrent les connaissances, la recherche, les savoirs, on le sait, c'est les plus pauvres, les plus précaires qui subissent le plus les injustices climatiques, qui habitent des passoires thermiques, qui subissent la pollution de l'air, qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est au fond le discours fondé sur l'ignorance et sur la propagande, relayé tout à l'heure, Cole a commencé à parler un petit peu des médias, qui trouvent de puissants relais médiatiques, et par rapport à cela, il y a donc la construction d'une imposture politique, mais qui fonctionne d'autant mieux que du côté de ceux qui sont au gouvernement ou de ceux qui défendent l'écologie politique, il y a une certaine incapacité à avoir associé la question sociale et la question écologique. Lorsqu'on est un vert,
lorsqu'on est socialiste, on donne plutôt le sentiment de mener des guerres picrocolines et partisanes que de chercher à élaborer de la social écologie et à porter des propositions concrètes. Lorsqu'on fait une loi sur le zéro artificialisation nette qui donne le sentiment que les communes rurales ne pourront plus construire de logements alors qu'il y a une pénurie de logements, lorsqu'on crée des normes sur la rénovation thermique qui donnent le sentiment que ça assèche la possibilité de loger les étudiants en Île-de-France, tout ça crée au fond des conséquences concrètes qui sont extrêmement bien anticipées par le Rassemblement national, qui à chaque fois dit « regardez ce qu'ils ont fait ». Ils ne proposent aucune solution. Mais en face, nous, qui sommes contre le Rassemblement national, nous avons apporté une proposition de solution concrète dont nous nous sommes écartés de longue date, c'est-à-dire que nous avons oublié que faire la loi, c'était parler entre élus locaux et élus nationaux, apprendre à faire des études d'impact très concrètes sur la façon dont la loi modifie la vie des personnes. Je prends un exemple qui a été très bien porté ici dans cette région, autour de la Gironde, autour du territoire zéro chômeur. On a fait la loi en partant d'expérimentation. Je rappelle aussi que lorsqu'Emmanuel Macron a été élu en 2017, il disait ce genre de choses. Il disait « portons l'expérimentation, portons l'innovation et ne faisons pas les choses par le haut ». Donc ce qui se passe, c'est que le Rassemblement national donne le sentiment d'être proche des personnes et anti-écologique parce que nous avons fait de l'écologie à l'envers, sans suffisamment partir des pratiques. Et donc en ce sens, la banalisation de l'extrême droite, c'est vraiment une menace pour les politiques écologistes. Ah, non seulement c'est une menace pour les politiques environnementales, mais c'est une menace pour tout ce qui relève de sujets complexes. Au fond, ça a été très bien dit par Cole, on va se débarrasser des étrangers et tout ira mieux. Vous avez qu'à regarder le contre-budget du Rassemblement national, ça repose là-dessus. On va se débarrasser des étrangers et brusquement l'équilibre budgétaire reviendra. C'est une fausse potion magique et c'est une manière évidemment d'aller contre les politiques de lutte contre le dérèglement climatique et de protection de la nature. C'est aussi une manière d'aller contre les libertés publiques. C'est aussi une manière de nier la société française telle qu'elle est, c'est-à-dire qui est une société de grande diversité, qui est une société dans laquelle la tolérance a progressé depuis 25 ans. C'est une manière, au fond, de nous vendre une mauvaise carte postale de ce que nous ne sommes plus. Et en ce sens, l'entrée par l'écologie anti-écologique du Rassemblement national éclaire sur l'ensemble du projet qu'il porte. Ce qui est intéressant aussi, pour ne pas être trop longue, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux tendances politiques qui ont du succès auprès de la jeunesse. Le Rassemblement national et l'engagement écologique. Et ça reflète bien la façon dont nous n'arrivons pas, en politique, à montrer un avenir, illustrer, au fond, que nous pouvons organiser un projet commun et qu'au fond, la politique aujourd'hui bégaye. Elle se concentre sur la question des vieux, elle se concentre sur la... alors, je ne sais pas si c'est aussi pareil aux États-Unis, mais je crois qu'un des gros problèmes en France, c'est tout de même qu'on n'arrive pas à imaginer un avenir, sinon sous forme d'une catastrophe, et que du coup, la frilosité et le parti qui promet le plus une fausse protection est en train de l'emporter dans les sondages. Vous voulez ajouter un mot, Clément Beaune ? Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Lucille Schmitt très bien sur la question écologique, mais plus largement, je crois que ce qu'on dit, c'est aussi le rapport à la complexité. C'est-à-dire qu'en gros, si je simplifie, le soif de radicalité, notamment chez les jeunes, c'est de dire, écoutez, vous ne prenez pas, il ne se passe rien. Après un cycle, parce que c'est aussi, je pense, le trumpisme au sens large, un cycle politique libéral au sens de la démocratie libérale qui s'épuise, les mêmes partis qui ont été au pouvoir avec des étiquettes un peu différentes, mais finalement, dans toutes les grandes démocraties européennes et aux États-Unis depuis 75 ans, si on prend le cycle d'après-guerre, on est moins sensible aux menaces. Le fascisme, ça parle à personne. L'extrême droite, c'est pas vu comme vraiment quelque chose qui est effrayant pour les générations récentes. Et il y a donc une soif de radicalité, puis un rapport à la complexité. C'est très... ce qui est fascinant chez Trump, moi j'ai regardé la soirée d'investiture de Trump, non pas que j'étais fan, mais j'étais fasciné par un truc, c'est que quand il était sur le fameux bureau, dans le bureau ovale, en signant les, je crois, 42 executive orders le premier soir, donne l'impression que tout à coup il y a eu 42 mesures qui vont changer les choses. D'ailleurs, quand c'est pas le cas ou quand c'est jugé illégal, il dit quand même que c'est fait, donc il y a aussi une question de rapport à la vérité, mais ça va vite. Et on est dans des sociétés où en fait on raconte tous toute la journée que c'est compliqué. C'est compliqué l'Europe, c'est compliqué l'écologie, ça marche pas comme ça, les finances publiques, oui c'est vrai, on pourrait ajuster, on pourrait supprimer un truc sur l'immigration, sur les entreprises, etc. Mais vous verrez, bon, on raconte tous, pour être honnête, parce que c'est vrai que la société est compliquée. Et vous avez en face beaucoup de monde, et nous tous en fait, qui ont envie de dire non mais ça peut aller vite.
ça peut marcher, ça peut être efficace. Et le Trumpisme, c'est avant tout l'idée, comme le Brexit d'ailleurs, vous allez voir, on va quitter l'Europe tout à coup, on va financer la sécurité sociale au Royaume-Uni. Trump va revenir, il va prendre 40 textes le premier soir, 200 le lendemain, et votre vie va changer. Et il y a une promesse quand même de rapidité, d'efficacité. Des solutions post-it, quoi. Toc, toc, toc. Et, alors, je cite juste parce que ça m'avait fait sourire en échangeant quand j'étais au ministère des Transports avec un syndicaliste qui me disait « Aujourd'hui, si on veut séquestrer un patron, on ne sait même plus qui prendre en otage. » Alors je lui dis, je n'étais pas très rassuré pour tout vous dire, mais je lui dis pourquoi vous dites ça? Il me dit parce que s'il y a un site qui ferme et un truc qui est délocalisé, est-ce que c'est le patron français d'une filiale dirigée par des fonds peut-être basés à Miami, je ne sais pas où, qui dirige, qui décide? Je ne fais pas moi-même du populisme, mais c'est de la complexité. Pardon, je finis juste là-dessus. Je voyais un maire l'autre jour, le plus jeune maire de France, au Salon des maires, qui me disait, moi je me suis engagé, j'ai 24 ans, c'est galère. Bon. Il disait, tout est devenu plus loin. Ce qui était national, c'est devenu européen. Ce qui était la petite région, c'est devenu la grande région. Ce qui était la commune, c'est l'intercommunalité. Bon. Et donc en fait, même ceux qui s'engagent comme élus ne savent pas toujours à quelle porte frapper. Donc on vit dans un monde qui est effrayant par sa complexité. Cole, on commençait à évoquer le rôle des médias. Vous analysez le rôle des médias partisans dans le succès électoral de la droite radicale américaine. Là aussi, quel parallèle vous dressez entre les États-Unis et la France? Alors au-delà de Fox News, CNews, et c'est évidemment plus important que ça. Je vais peut-être quand même commencer par parler de Fox News et de CNews parce que c'est intéressant à quel point Vincent Bolloré imite, applique les codes de Fox News, donc qui ont déjà été perfectionnés aux États-Unis, avec ce style populiste où les chroniqueurs et les présentateurs vont se positionner du côté des gens ordinaires, les Français ordinaires, les Américains ordinaires. Ils vont dire « nous pensons », ce qui est quand même étrange pour des journalistes. Ils vont dire « la France », les Français, c'est souvent ça qu'on entend sur CNews. Et donc ils vont se positionner du côté des Français, des Américains ordinaires, et ils vont critiquer donc les élites, mais aussi, ça c'est très intéressant, ils vont critiquer d'autres médias plus prestigieux qui sont assimilés aux élites culturelles qui seraient en train de pourrir le pays pour aller très vite. Et donc ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent, on voit ce style populiste qui marche très très bien. Ils font aussi, on l'a évoqué, je pense, dans plusieurs ateliers, plusieurs tables rondes ici au Tribune de la Presse, la question ce qu'on appelle le agenda setting. C'est quoi le agenda setting? C'est cette fonction que les médias ont. Les médias vont signaler aux téléspectateurs, aux lecteurs, quel sujet mérite leur attention. Bon, évidemment, on ne peut pas tout traiter. Dans une salle de rédaction, on ne peut pas tout couvrir, donc on fait des choix. Sur Fox News et sur CNews, ils vont essentiellement donner la priorité, c'est une évidence, au sujet de prédilection de la droite, donc l'insécurité, l'immigration, l'identité, etc. Donc tous ces sujets-là. Ils font du agenda setting pour les téléspectateurs. Mais ce qui est aussi inquiétant, de mon point de vue, c'est qu'ils ont cette fonction aussi auprès des élus. Ça, on le connaît depuis des années aux États-Unis, que Fox News va signaler aux élus républicains, c'est pour ça qu'ils contribuent à cette radicalisation, Fox News va signaler aux élus en fait, sur quel sujet il faut se battre, comment se positionner sur des textes quand il y a des débats. Beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés républicains, ils regardent Fox News pour savoir comment se positionner. Et ce qui m'inquiète quand je regarde CNews en France, c'est que CNews a cette fonction, évidemment, à mon avis, au sein de la droite et l'extrême droite, mais aussi une partie du bloc présidentiel. Donc, dans le livre, j'interviewe un député d'Ensemble, Christopher Westberg, qui connaît très bien les États-Unis, puisqu'il est élu dans une circonscription de l'Amérique du Nord et au Canada. Donc, il connaît très bien les effets de Fox News. Donc, quand j'ai interviewé Christopher Westberg, il me disait qu'il était frustré de voir que ses collègues ne comprenaient pas et continuaient à aller sur CNews. Mais lui, il me disait dans le livre, je le cite, que notre parti est à la botte de CNews. Donc, il est un peu loin, mais vous voyez l'idée. Et c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on voit à quel point cette chaîne commence à impacter. Et d'ailleurs, quand je parle de CNews, on pourrait évidemment parler de tout l'écosystème médiatique de Vincent Bolloré, qui envoie des signaux aux députés et aux politiciens, non seulement de la droite et de l'extrême droite, mais aussi au centre, parce que c'est la chaîne la plus regardée de France, c'est la radio, ce sont parmi les journaux les plus lus de France. Donc il y a cette idée que finalement, il faut suivre
ce qui est dit sur CNews. Ça, c'est très inquiétant. Donc, on a ces chaînes qui ont été conçues comme des interventions politiques dès le départ. Ça, on l'a vu depuis des années aux États-Unis. Mais ce qu'on voit aussi en France, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade, mais on a aussi une fragmentation de l'espace médiatique où chacun va se mettre un peu dans sa bulle médiatique, consommer les médias qui, à leur goût politique. Et une fragmentation des formes aussi. On a beaucoup parlé du rôle des podcasts dans l'élection de Donald Trump. Je pense à Joe Rogan. Donc peut-être que vous connaissez le fameux podcasteur américain. Joe Rogan a plus d'abonnés sur Spotify que le New York Times. Donc on a cette fragmentation de l'espace médiatique qui est très important à prendre en compte aussi, où, évidemment, je le répète, on est au tribunal de la presse. Je suis pas non plus. Il faut évidemment être capable de critiquer le journalisme, critiquer les médias. Je pense que c'est sain, c'est bien, c'est ce que je fais aussi, même en tant que journaliste. Mais en même temps, nous, en tant que journalistes, on a une approche à l'information. On suit des normes déontologiques. Et quand on voit que de plus en plus de nos concitoyens consomment des médias où les journalistes, ou les gens qui écrivent pour ces médias, les gens qui parlent sur YouTube ne sont pas. En fait, ne suivent pas les mêmes normes déontologiques, ça m'inquiète beaucoup et ça peut avoir des effets néfastes. On le voit, dernier point, dans cette guerre informationnelle qui est en cours. J'en parlais tout à l'heure avec les étudiants en journalisme ici à Bordeaux. On voit la Maison-Blanche contrôle l'accès aux conférences de presse où ils vont donner, maintenant, sont accrédités aux conférences de presse, des gens qui, à mon avis, ne sont pas des journalistes au sens classique du terme, ce sont plutôt des influenceurs d'extrême droite qui sont d'accord avec l'administration, qui se voient plutôt comme des alliés de l'administration. Vous vous rappelez tous, j'imagine, de la fameuse scène dans le bureau ovale où il y a Volodymyr Zelensky qui est critiqué devant le président, devant J.D. Vance, le vice-président, par un journaliste qui dit « Mais pourquoi vous ne portez pas de costume ?» En fait, donc ça, c'était pas... encore, à mon avis, un vrai journaliste qui respecte les codes du métier. C'était quelqu'un qui a été propulsé par l'administration Trump, qui se voit plutôt comme un allié politique avant tout. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Et malheureusement, cette stratégie marche pour la base trumpiste. Ils sont contents de voir des journalistes, entre guillemets, qui relaient leurs idées, qui relaient leurs paroles auprès du président. Juste pour... préciser, CNews n'est pas la chaîne la plus regardée de France, c'est la chaîne Info. Pardon, la chaîne Info, voilà. Vous avez très bien raison de le rappeler. Clément Beaune, vous avez toujours défendu la nécessité d'un front républicain sans tergiverser. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la recomposition complexe du paysage politique, ce front républicain, il n'est pas déjà tombé, déjà mort ? Non, je ne crois pas. On l'a annoncé mort, moi depuis que je suis gamin, malheureusement on voit monter le Rassemblement National, ça ne date pas de 2017 ou de 2024 avec les dernières législatives, et on dit à chaque fois, on annonce la mort du Front républicain, c'est-à-dire de la capacité à se mobiliser au-delà de nos différences quand on est contre l'extrême droite et qu'on pense que le premier danger c'est l'extrême droite. Il a joué encore ce Front républicain, j'ai critiqué suffisamment la dissolution, donc je ne l'encense pas du tout, mais quand la situation s'est posée et qu'on a voté, moi je l'ai défendu, j'ai dit tout candidat, et je le maintiendrai, contre le Rassemblement National doit être soutenu, parce que je pense que le danger politique, et j'allais dire presque arithmétique, c'est aujourd'hui, il suffit de lire les sondages et de voir ce qui s'est passé aux dernières élections, que l'extrême droite arrive au pouvoir, pas l'extrême gauche. Bon, j'ai pas de sympathie pour l'extrême gauche, je l'ai dit, je l'ai même combattu électoralement, mais le danger aujourd'hui pour notre pays, c'est qu'il y ait une majorité ou une présidence d'extrême droite. Bon, et donc il faut se mobiliser contre le danger réel. Et je maintiendrai à chaque fois que j'en aurai l'occasion, si le danger se présente, et malheureusement il se représentera, le Front républicain. Je ne suis pas le seul, puisqu'à la fin, ce n'est pas les consignes de tel ou tel qui font le vote, c'est les électeurs. Et la vérité, n'en déplaise au Rassemblement national, c'est que les électeurs n'ont pas donné une majorité au Rassemblement national, loin de là, même si le Front national est le Rassemblement national, enfin c'est pareil, est très haut. Avec 130 députés, c'est quand même un choc, mais n'est pas majoritaire. Bon. Alors, est-ce que la prochaine fois que la question se posera, une élection nationale, législative ou présidentielle, ça sera la même chose? Bon, les sondages semblent dire le contraire. Je pense quand même que le réflexe républicain reste.
Après, je suis aussi très lucide et très clair, il ne faut pas miser là-dessus. C'est pas on fait rien, pas de résultat, pas de projet, pas de proposition, et puis le jour du deuxième tour présidentiel ou législatif, on dira attention à l'extrême droite. Ça, si on fait ça, on est gravement irresponsable. Bon. Mais je pense que cet enracinement républicain est quand même très fort en France. Il y a une spécificité par rapport aux autres pays européens auxquels on se compare, c'est que pour que l'extrême droite arrive au pouvoir, il faut qu'elle ait 50% des voix chez nous. Bon, peut-être pas aux législatives, mais aux présidentielles, ce qui fait un seuil beaucoup plus haut. Malheureusement aussi, on sait qu'aujourd'hui, ça n'est plus un plafond de verre absolu, et donc il faut évidemment combattre. Mais je ne fais pas partie. On est, si vous voulez, face à l'extrême droite, moi ça me frappe beaucoup dans une espèce de triptyque. C'est d'abord on est dans le déni, ça n'arrivera jamais. L'extrême droite au pouvoir en France, la présidence à l'extrême droite, vous n'imaginez pas. Bon. Ensuite, on est dans une forme de résignation. Ah oui, peut-être. Bon, est-ce si grave ? Et moi, je suis très frappé quand un nouveau sondage est sorti lundi dernier, je crois, pour dire que Jordan Bardella gagnerait dans quasiment toutes les hypothèses ou dans toutes les hypothèses au deuxième tour. On a dit bah oui, de toute façon c'est comme ça. C'est pas de rigolo, mais c'est comme ça. Bon, enfin non, c'est pas comme ça. On est 1 an et demi avant une élection. Si tous ceux qui sont contre l'extrême droite proposent rien, c'est sûr que ça va arriver. Et puis après, il y a le troisième volet, c'est en quelque sorte une soumission. Je préfère pas qu'on voit cette phase-là, mais je crains que quand vous avez des partis extrêmes au pouvoir, assez rapidement, les élites économiques, administratives, résistent assez peu. Donc, je préfère pas qu'on teste. Mais je pense que malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Donc, il vaut mieux l'éviter. Je réagissais juste sur ce que disait Cole tout à l'heure, sur la notion de médias comme, non plus comme une forme de contre-pouvoir ou d'interlocuteur pour les responsables politiques, mais comme alliés ou ennemis. C'est-à-dire qu'on a imposé des catégories, on les a inclus en quelque sorte dans le champ politique. Bon. Et ça, c'est la critique de l'état de droit en général. C'est la remise en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un juge, c'est un allié ou un ennemi. En général, d'ailleurs, ces partis disent c'est un ennemi, puisqu'il est de gauche ou d'extrême gauche. Les médias traditionnels, ce n'est pas un interlocuteur ou quelqu'un qui vous met sur le grill, c'est un allié ou un ennemi, en l'occurrence un ennemi. Et donc, on les critique, et effectivement, c'est la même critique contre les élites que celle contre l'audiovisuel public, contre les médias installés, etc. On a vu au Royaume-Uni, il y a une sorte de cabale contre la BBC, donc qui a fait des erreurs sans doute, mais qui doit être défendue comme une institution de pluralisme public, politique, au sens large du terme, dans l'information de tous. Voilà, donc cette destruction méthodique des contre-espaces, des espaces hors politique qui responsabilisent le politique, et je le dis comme quelqu'un qui s'est engagé en politique, c'est ça le plus grave. Et ce qui m'effraie, mais le combat n'est pas perdu, mais ça veut dire qu'il faut le mener ici, c'est à quelle vitesse c'est allé aux États-Unis ces derniers mois. C'est-à-dire, moi, quand j'étais tout petit, j'ai grandi aux États-Unis. J'ai un père qui n'est pas extrêmement fan des républicains américains ou de Donald Trump, qui est beaucoup plus à gauche que moi, et qui disait s'il y a un problème en France, on ira aux États-Unis parce que malgré tout, c'est toujours une terre de liberté. Bon, aujourd'hui, c'est moins rassurant. Et quand on voit à quelle vitesse des juges, des médias, les administrations ont appliqué des règles illégales décidées par un président, c'est quand même extrêmement préoccupant. Et ça doit nous, c'est pas dire ah vous voyez ces Américains, ils sont pas si libres que ça nous concerne. Lucille Schmitt, dans ce combat, le discours des forces politiques écologistes peine de plus en plus à imprimer. Les écologistes sont presque de plus en plus invisibilisés. Est-ce que ça veut dire que leur discours n'est pas à la hauteur des enjeux et des risques ? Je pense qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est que le Parti vert a été créé en 1984, c'est un parti très jeune, et il a été créé après plus d'une vingtaine d'années en fait, de luttes environnementales qui n'étaient pas des luttes menées par un parti. Elles étaient territoriales, elles étaient concrètes, elles étaient contre des centrales nucléaires, elles étaient au Larzac, elles étaient aussi pour porter des projets municipaux, par exemple à Strasbourg, ville du vélo, ou des choses comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours lorsqu'on parle de discours sur l'écologie, d'avoir en tête que ça concerne à la fois la société et les institutions. Et que jamais le Parti vert n'a été en situation de porter le monopole des idées sur l'écologie. Alors on est à Bordeaux, où un maire vert a été élu en 2020, et on sait qu'à l'époque, en 2020, en juin 2020, on était dans la pandémie, et que beaucoup de grandes villes ont été gagnées par des maires écologistes de manière imprévue, et que ce qui va se passer en mars prochain sera un test très important sur la capacité qu'ont eu ces maires à réellement convaincre des électeurs qui ne s'attendaient pas pour beaucoup à ce qu'ils soient élus. Donc par rapport à la question que vous posez, Gilles, il y a une vie politique nationale qui est une vie, ça a été dit, rythmée par CNews, qui est une vie du slogan, qui est une vie de l'affrontement, d'un mauvais théâtre. Du clash. Et puis,
du clash, du backlash écologique, etc. Et puis il y a une vie politique locale qui est une vie politique dans laquelle le lien entre les élus et les citoyens garde de la force. Et l'une des difficultés dans lesquelles se trouvent ces maires verts aujourd'hui, d'abord, c'est qu'au niveau national, ils se sont peu préoccupés d'apparaître comme une force, alors même qu'ils subiront évidemment des attaques extrêmement fortes. Ça a déjà commencé dans les médias réactionnaires et les médias de droite, parce que je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas que l'extrême droite, et que petit à petit, la contagion des idées anti-écologiques l'emporte dans une partie de la droite, pas l'ensemble de la droite, parce que je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un électeur dit de droite, ou qui est attaché au gaullisme ou à une droite républicaine, on peut très bien basculer vers le centre. Il n'y a pas qu'ils ne basculeront pas tous vers l'extrême droite. Mais en tout cas, la question qui est posée par rapport à ces maires, c'est est-ce qu'ils auront convaincu sur des sujets qui ne sont pas l'écologie ? C'est-à-dire que, par rapport à votre question, Gilles, le sujet, c'est, au fond, lorsqu'on n'a jamais exercé le pouvoir à l'échelle nationale, lorsqu'on est arrivé en coalition avec les socialistes, est-ce qu'on a l'esprit de responsabilité et la compétence nécessaire pour penser des questions qui apparaissent très profondément contraires au logiciel porté par les Verts ? Je pense aux questions régaliennes, je pense évidemment aux questions migratoires, je pense aussi aux questions de défense, je pense aux questions budgétaires. Sécurité ? Oui, sécurité, quand je disais migratoire, enfin toutes les questions qui relèvent du ministère de l'Intérieur. Voilà. Ou ce qu'a fait Gérald Darmanin, c'est sortir le mot obus d'écoterrorisme, qui a d'une certaine manière fait beaucoup de mal aux Verts. Donc on est dans cette situation où aujourd'hui, on ne peut pas compter seulement sur le discours des Verts pour installer l'écologie, mais on peut sans doute, et c'est ça qui est intéressant, imaginer cette démocratie dans laquelle nous sommes, où il y aurait cette espèce de collectif. C'est-à-dire que je crois qu'une vie démocratique réussie aujourd'hui, c'est plus seulement une vie rythmée par les élections, ça compte beaucoup les élections, mais que ce qui se passe entre les élections, et ça rejoint ce que disait Clément Beaune, c'est important, on ne peut pas dire 2027 arrive déjà et je fais rien et je baisse les bras. Ce qui compte, c'est évidemment de pouvoir créer du collectif qui soit des collectifs où la société et les partis fonctionnent. C'est ça la défense de l'écologie. C'est notamment avec les scientifiques, les chercheurs qui s'engagent, c'est évidemment avec des jeunes, des ONG, mais c'est aussi du côté de ceux qui sont dans le contre-pouvoir, la capacité à imaginer qu'on puisse se rapprocher des institutions. Moi, c'est une de mes grandes obsessions, c'est comment est-ce que les institutions pourraient être irriguées par cette force qui a été évoquée tout à l'heure par Cole, qui est au fond une force de colère. Et donc, comment est-ce qu'on peut transformer cette force de colère en une force qui soit une force de dynamique contre le Rassemblement national et de ne pas considérer que forcément, lorsqu'on est un haut fonctionnaire, on est un traître, quand on a été ministre Emmanuel Macron, on est un ennemi. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour créer cette possibilité d'un front anti-Rassemblement national, mais qui ne soit pas seulement anti, qui porte ce projet de société auquel nous aspirons tous, dans lequel nous savons que la question des libertés s'adosse à celle de l'écologie et que la question des libertés s'adosse à celle de la reconnaissance de la complexité et de la recherche et des savoirs. Et des convictions, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la classe politique ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Clément Beaune sur la question de l'expertise, des élites, etc. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, l'un des problèmes vient du fait que lorsqu'on est un homme ou une femme politique, lorsqu'on était un intellectuel, on fait semblant de plus en être. On ne lit plus de bouquins, on parle par slogan, on regarde ces news. Au contraire, il faut installer au sein de la politique davantage de Cédric Villani, un peu moins toujours au bord de quitter la politique, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un portrait robot des hommes et des femmes politiques qui, au fond, sont capables de nous dire on n'est pas dans une série, on n'est pas dans House of Cards, ça ne va pas se résoudre en une saison, mais nous ferons les choses ensemble. Chacun d'entre nous connaît la complexité de la vie. Chacun d'entre nous sait que la solution magique n'existe pas, qu'au fond, la complexité, c'est quelque chose qu'on doit partager ensemble et on doit l'adosser, bien sûr, à l'efficacité et au savoir. Ce portrait robot de l'homme politique, vous le partagez, Clément Beaune ? Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, être en désaccord, c'est très bien, c'est dans un débat. Mais je ne dis pas du tout qu'il faut qu'on tue l'expertise et qu'on ne la revendique pas. Moi, je ne suis pas du tout dans cette idée. Bon, je ne suis pas connu pour être le plus fan du clash, du buzz, de l'excès, etc. Bon, on me l'a reproché parfois. Bon. Mais donc moi, je défends la nuance, la modération, l'expertise. D'ailleurs, j'en viens et je le revendique. Moi, je n'étais pas du tout une famille de hauts fonctionnaires, comme on dit. J'ai passé des concours. Je trouve ça très bien que notre système de fonction publique sélectionne des gens. Pas assez de diversité sociale encore aujourd'hui, bon ça c'est un autre sujet évidemment, mais moi je ne suis pas du tout en train de faire l'éloge de l'urgence sans expertise et du clash sans fond.
pas du tout. Je dis simplement que je constate que c'est ça qui s'installe. C'est d'ailleurs intéressant que vous ayez dit, par un raccourci, Cole, CNews est la chaîne la plus regardée, c'est la chaîne d'info la plus regardée. C'est en fait tout petit en termes d'audience. Oui, c'est 4%. Voilà, par rapport à toute la télé et par rapport à tous les médias. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes radicaux, quand vous êtes tranchés, excessifs, je dirais même outranciers, vous êtes beaucoup plus, vous avez un écho qui est 10 fois plus important, 100 fois plus important que la chaîne institutionnelle, le 20h, etc., qui reste beaucoup plus regardée que n'importe quel débat sur CNews. Bon. Mais comme on dit, ils font l'agenda. C'est-à-dire que c'est les premiers à dire « vous avez vu la polémique là, vous avez vu ce truc-là qui est scandaleux, ce fait divers, ce meurtre, ce comportement dans un lycée, etc. » Bon, et ça, effectivement, au-delà de l'audience stricto sensu, ça fait impression, ça sature entraîne les autres. Ça crée un espace. Et puis, je vais le dire aussi, c'est le même mécanisme dans tous ces stratégies médiatico-politiques, c'est la peur. Qu'est-ce qui fait que Trump est suivi, même quand c'est illégal, c'est que les gens ont peur. Bon, quand vous êtes, je l'ai vécu, j'avais comme collègue de gouvernement, j'espère qu'il ne me voudra pas de le citer, Pape Ndiaye. Il a été très attaqué par ce groupe de médias. Bon. J'ai été interrogé à ce moment-là par un journaliste d'un autre média qui n'avait rien à voir et qui me dit « Est-ce que vous voulez bien donner quelques mots de citation pour dire que vous êtes choqué et que vous soutenez Pape Ndiaye ?» Je l'ai fait, ça me paraît. Et elle m'a rappelé ensuite, elle me dit « Vous êtes le seul au gouvernement à l'avoir fait, parce que les autres ont peur de plus être invités. » Alors moi j'étais déjà plus invité, donc comme ça c'était simple. Il y avait moins de risques. Mais non, mais c'est au-delà de l'anecdote, moi je m'en fiche complètement. Mais c'est ça qui se passe. Et plus vous avez d'audience, et plus vous êtes lynché quand vous vous opposez un tant soit peu, moins vous le faites. Tout simplement. Et donc ce mécanisme de peur des médias, des autorités, etc., c'est un mécanisme très puissant, je crois, dans ce populisme qu'on oublie de dire. Mais souvent, les gens se rallient ou se résignent parce qu'ils pensent, parfois à tort, qu'il y a un risque à faire autrement. Partons sur le terrain, Cole. C'est du terrain que viennent les livres que vous écrivez, de vos reportages. Et lors de ces reportages en France et aux États-Unis, est-ce que vous avez identifié des résistances démocratiques qui sont efficaces contre cette montée de populisme, ce nouveau populisme? Quelles initiatives vous semblent inspirantes pour installer cette résistance? Bon, donc, malheureusement, j'ai fait ce reportage en 2024, donc l'année n'était pas très favorable, comme vous le savez, au Parti démocrate. Mais je vais vous donner un exemple. Donc, dans le livre, je passe du temps dans un quartier de New York qui s'appelle Astoria, donc dans le Queens, un des 5 arrondissements de New York. Astoria est un arrondissement, un quartier de New York où les socialistes américains, les démocrates qui se décrivent comme socialistes, sont élus à plusieurs échelles. Donc au conseil municipal, à la Chambre des représentants de New York, au Sénat de l'État de New York, et même évidemment au Congrès, avec Alexandria Ocasio-Cortez. Donc la députée démocrate, elle vient de Astoria. Et donc à ce moment-là, donc en 2023, donc j'ai rencontré un jeune élu, donc Zohran Mamdani, qui maintenant va devenir maire de New York. Et je trouve que le cas de Zohran Mamdani est quand même très intéressant, parce que je pense qu'il ne faut pas croire que, malgré ce qu'on entend sur les plateaux de télé en France, que Mamdani soit radical. En fait, il lui-même ne se définit pas comme radical. Par contre, donc on a eu des discussions et j'ai demandé à Zohran Mamdani, en fait, pourquoi vous utilisez ce mot socialiste? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il m'a dit, pour moi, c'est l'idée selon laquelle l'État doit garantir les besoins les plus élémentaires à la population. Donc là, on n'est pas dans une position de radicalité. En fait, ça ressemble finalement, j'ai envie de dire, au camp social-démocrate, le socialisme classique en France. Et donc, il a fait campagne finalement sur des choses très très concrètes. Lui, il voulait mobiliser les classes populaires, porter des réponses très concrètes à la question de la vie chère à New York. Donc il a fait campagne avec ce slogan « Rendre la vie plus abordable » avec des mesures extrêmement concrètes. Et là, on n'est pas sur des questions de valeur, mais il a insisté sur des choses extrêmement concrètes. Il disait « Moi, si je suis élu, je vais essayer de vous donner des crèches gratuites, des bus gratuites et un gel des loyers. » Et finalement, ce ne sont pas des idées très radicales. Enfin, j'ai envie de dire, allez à Montpellier, il y a des bus gratuits.
aller à Paris, où il y a l'encadrement des loyers, et puis aller ailleurs en Europe, j'ai envie de dire, pour les crèches, c'est gratuit. Donc finalement, ce ne sont pas des idées très, très radicales, ce sont des réponses très concrètes. Donc Mamdani est très intéressant parce que ce qu'il montre, évidemment, une campagne à la Mamdani qui propose que l'État joue un rôle central ne peut pas fonctionner partout aux États-Unis, bien évidemment. Par contre, dans cette approche générale de dire, moi, je vais vous proposer des choses très concrètes, je vais faire une campagne qui va rendre la vie plus abordable, plus facile pour les classes populaires. Ça, avec cette approche-là, je pense que d'autres campagnes, ça pourrait inspirer d'autres campagnes. Et puis un dernier point aussi, ce qui est intéressant avec Zohran Mamdani, et je pense qu'on va le voir au moment des midterms, Mamdani n'a pas attendu son tour. Il a dit, j'ai envie de me présenter, je vais aller contre l'establishment du Parti démocrate, parce que ils avaient d'autres choix en tête, d'autres personnalités qui voulaient proposer. Mamdani s'est dit, je vais me lancer. Je pense qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a d'autres candidats ou futurs candidats qui se disent la même chose, qui regardent les midterms qui arrivent, qui sont insatisfaits de l'État, pour le dire de manière diplomate, du Parti démocrate, qui se disent, pourquoi moi je ne peux pas me lancer aussi. Et donc, Mamdani, évidemment, a réussi ce pari. Je pense qu'on va avoir d'autres. Évidemment, ce ne sera pas exactement la même campagne avec les mêmes propositions. Oui, je sais que New York est particulier, mais de dire, je vais mettre droit devant les scènes les préoccupations des classes populaires, je n'ai pas peur de m'affronter à l'establishment du Parti démocrate, ça, des campagnes de ce type pourraient marcher ailleurs aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait marcher, Clément Beaune, sur un scrutin national? Parce que trouver des réponses concrètes aux préoccupations des citoyens sur un scrutin local avec des enjeux locaux, c'est quand même plus simple que d'apporter des réponses concrètes à des questions sociétales, économiques, d'échelle nationale, sans tomber dans les solutions post-it. Je vais tout résoudre en signant 20 décrets. Oui, alors, Cole a plus suivi que moi la campagne Mamdani, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement quand même même s'il n'est pas aussi radical qu'on dit, notamment par les standards européens, il y avait une revendication. En tout cas, c'était présenté comme tel, anti-élite, anti-establishment, anti-système, en quelque sorte. Et il y avait effectivement une communication, me semble-t-il, très innovante, parfois qui mixait un peu le gadget. Je crois qu'à un moment, pour dire je vais geler le loyer, il se met dans de l'eau glacée et il dit, voyez, I freeze, les loyers vont être freezés, gelés aussi. Qu'on pourrait dire, c'est la politique spectacle du moment. Donc il adapte en quelque sorte les standards du moment à un combat politique qui n'est pas tout à fait celui qui a gagné les élections comme Trump. Donc ça, oui. Mais d'ailleurs, ce qui s'est passé, je l'ai vécu, chacun ensuite aime ou aime pas. Moi, je me suis engagé à la campagne d'Emmanuel Macron en 2016-2017. C'était une forme d'utilisation d'un dégagisme qui était déjà profond, de partis politiques traditionnels, de centre-gauche, de centre-droite, de droite, en disant, si vous voulez en gros changer par rapport à ces partis qui ont gouverné pendant 50 ans, mais ne pas tomber dans l'extrême droite et le populisme, je vous propose quelque chose, si je résume. Après, je ne rentre pas dans le détail du programme et chacun se positionne. Mais c'était ça quand même la recette du succès, en quelque sorte, de l'époque. Évidemment, c'est dur à réinventer. Mais je crois que cette campagne, effectivement, elle n'est d'abord pas écrite. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée qu'il faut juste mettre des croix sur le calendrier en attendant que l'extrême droite gagne. Je ne crois pas non plus, pour répondre à votre question, que ce sera parce que c'est une présidentielle, parce que c'est une élection nationale, parce que notre pays, je pense, ne veut pas exactement ça, que ça se contrera, ce danger d'extrême droite, par les 5 propositions qui sont concrètes ou anecdotiques ou très ciblées. Je prends juste une illustration que j'essaie de détailler dans mon bouquin, mais je vais faire court. J'ai été invité il y a 1 an exactement à la conférence du Parti travailliste britannique pour un panel, une discussion sur l'Europe. Et j'étais à côté d'une nouvelle ministre, parce qu'elle venait de prendre ses fonctions, du Labour, du gouvernement de Keir Starmer, et on lui disait, je crois qu'elle était en charge du logement, et on lui disait, quelle est votre action pour justement donner des résultats aux Britanniques, etc. Elle disait, moi je ne veux pas de grands discours, etc. Je veux, je la cite, deliver, deliver, deliver. Je veux délivrer, faire concrètement des choses. Bon. Et en fait, je pense que ça, on se trompe quand on pense qu'on répond aux extrémistes par seulement une forme d'efficacité de résultats. Il y a plein de partis qui ont des résultats économiques, sociaux corrects, de gauche ou de droite, en Europe, et qui sont balayés aux élections. Parce qu'on oublie une dimension, et ce n'est pas anecdotique ou méprisant, symbolique. Bon, et je pense, je fais
mais à culpa, je m'associe à ce qui a été fait ces dernières années, qu'il n'y a pas eu, on a créé des emplois, on a baissé le chômage, mais quand vous fermez un service public, vous avez beau avoir créé 500 emplois à côté, c'est quand même un énorme problème pour les gens, et c'est vécu comme tel. C'est pas une comptabilité, les résultats. C'est pas simplement j'ai créé 1000 emplois, il y en a 100 qui ont été supprimés, donc au total ça fait quand même 900 emplois créés, soyez contents. Bon, et je pense d'ailleurs, pour aller un cran plus loin, et je me tais, que le combat contre l'extrême droite n'est pas un combat sur le terrain de l'immigration principalement. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Et je crois même, vous direz, je suis peut-être décalé, que dans le malaise qui conduit, ou la colère qui conduit à voter pour les partis nationalistes ou d'extrême droite, l'immigration est secondaire. Je pense qu'elle est le bouc émissaire ou la vitrine, en quelque sorte, d'un sentiment général de déclassement qui touche beaucoup plus, par exemple, à nos services publics qu'à la question littérale, stricto sensu, de l'immigration. On l'a vu dans le Brexit, simplement, le take back control, c'était effectivement l'étranger, même l'étranger européen, il y a eu trop d'immigrés des pays baltes, etc. C'était ça que disaient Farage et Johnson. Mais c'était en fait, on perd une forme d'identité britannique, dont la sécurité sociale, dont le NHS, dont le Parlement national, etc. Donc je pense que c'est pas du tout en se plaçant sur ce terrain-là qu'on apportera des réponses. Et là, on peut décliner des choses concrètes sur nos services publics, même sur l'écologie. Moi, je ne crois pas du tout qu'on soit dans un monde où la question écologique soit exclue du débat public par ce backlash. Pas du tout. Les scrutins nationaux et la présidentielle en particulier sont quand même des scrutins d'incarnation. Est-ce qu'il faudrait un Zoran Mamdani qui émerge dans ces prochains mois pour renverser un peu la table et montrer que les jeux ne sont pas faits? Lucile? Moi, je pense que la question, c'est aussi le collectif, parce que ça a été dit par nous trois. Cette façon dont on peut imaginer un leader qui porte les choses, la complexité, c'est pas croire en l'homme providentiel. On a beaucoup cru en Emmanuel Macron parce qu'on admirait son intelligence et on continue à admirer son intelligence. En revanche, son incapacité à créer du collectif est quelque chose qui lui coûte beaucoup aujourd'hui. On croit pas aux Verts parce qu'ils sont incapables de désigner un leader. Ils sont toujours 4 à être candidats et en général, ils se battent entre eux. On ne croit pas à Bruno Retailleau parce qu'il nous invente le truc du leader et puis après il nous fait un truc genre je reprends les idées du Rassemblement national. Donc la question par rapport à Mamdani, c'est qu'il a su associer ce qui a été dit, c'est-à-dire du très concret et en même temps une incarnation assez visionnaire, c'est-à-dire qu'au fond il a dit je vais aussi aller emmerder les vieux, je vais aller aussi emmerder l'appareil du parti. Donc, et prendre une position institutionnelle. La question pour nous tous, c'est au fond comment est-ce que quand on fait une campagne présidentielle en 2027, ce ne sera pas juste une campagne télévisuelle, ça sera aussi une campagne articulée justement avec des propositions concrètes et par ailleurs du symbole. Le symbole en France, ça peut être quand même l'idée de montrer ce qu'est un leadership collectif, ça peut être d'associer le régalien et l'écologique parce qu'aujourd'hui c'est dans des couloirs de nage complètement différents et donc ça sera pas seulement une incarnation, ça sera aussi du projet, parce que par rapport à ce qu'on vient de dire sur le fait de tourner le dos au savoir, tourner le dos à la complexité, il y aura quelque chose autour justement de la capacité à assumer cet enjeu des savoirs et cet enjeu de dire tout le monde peut avoir accès au savoir. Je voudrais quand même insister sur une chose. Moi, je viens de terminer une mission de 2 ans chez Emmaüs sur les pratiques écologiques. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas les mots pour le dire, mais qui pratiquaient l'écologie sans vouloir la qualifier d'écologie. Parce qu'ils faisaient de l'économie circulaire, parce qu'ils faisaient du maraîchage et parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils y gagnaient en dignité professionnelle et en dignité sociale, c'est-à-dire qu'ils articulaient leur destin avec un destin commun et avec de la capacité à enrichir la vie quotidienne. Il faut arrêter de présenter l'écologie comme une morale. Je rappelle que dans les années 70, c'était une libération. Et il faut arrêter de présenter la politique comme un monde réservé à quelques-uns qui sont des professionnels. Comment est-ce qu'on fait au fond, pour créer cette espèce de campagne de masse, parce que ça sera ça, lutter contre ces news. Quand vous faites un peu de télé, ce qui nous est à tous arrivé à cette tribune, vous apercevez que les gens vous reconnaissent dans la rue, et vous vous dites, zut, qu'est-ce qui va m'arriver? Et bien, quand ils vous reconnaissent dans la rue, ils vous racontent leur vie quotidienne, parce qu'en fait, ils ont besoin d'une médiation qui leur permette de penser que vous êtes comme eux. Comment est-ce qu'on peut convaincre ceux qui vont voter pour ceux qui se présenteront que ce sont des personnes comme eux, dans lesquelles il peut y avoir de la confiance. Clément Beaune l'a dit tout à l'heure, on est une société de défiance. Aujourd'hui, la confiance ou la défiance se construit à la télévision. Comment est-ce qu'on peut la construire autrement? C'est ça notre question, et c'est une question qui nous est posée à tous. Je voudrais insister là-dessus. Une campagne présidentielle, ce n'est pas la campagne seulement du président. Et dans cette perspective, Clément Beaune et Cole Stengler, le rôle des journalistes, il est crucial. On est à 18 mois de la présidentielle. Les questions tournent
essentiellement autour de « allez-vous être candidat ?» Il n'y a pas de question sur les programmes. Non, c'est vrai. Alors, si on est honnête comme citoyen, on est un peu paradoxaux, parce que et c'est un paradoxe partagé entre les politiques, les journalistes qui les interrogent et ceux qui écoutent, si on est tout à fait franc, parce qu'on est tous à la fois. C'est que on a envie de dire, il y a quoi dans le fond du budget, mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé sur les bancs de l'Assemblée nationale, quel a été le clash, le buzz, justement, et soyons honnêtes, on s'auto-intoxique un peu. Bon, j'ai fait des interviews, moi j'étais pas un professionnel de la politique au départ, je travaillais dans les administrations, j'ai été dans une première émission de radio, à la fin je suis ressorti, j'imagine comme tout le monde qui fait une première interview, en me disant on m'a posé que des questions sur est-ce que vous aimez bien le président, est-ce que vous êtes copain avec Darmanin, est-ce que vous venez de la gauche, et alors pourquoi pas et j'ai dit bon, j'aimerais bien parler, je suis ministre de l'Europe, j'aimerais bien parler d'Europe un peu plus, et puis le journaliste il dit il a été trop long, il n'a rien compris, et on vit un peu tous là-dedans si on est honnête. Moi je crois, et d'ailleurs des moments comme ça sont très importants, on est sans doute un des seuls pays où j'ai écrit un seul bouquin. Je suis allé, comme beaucoup de gens qui écrivent un bouquin, dans des salons du livre, petits ou grands. Je n'ai pas compté combien il y en avait en France, et je ne le sais pas. Il y en a sans doute des milliers chaque année, et pas seulement à Paris, à Bordeaux ou à Marseille. Il y a Brive. Comment ? Il y a Brive aussi. Et pas à Blois, à Brive. Bon, non, mais moi, ça me rassure énormément. Alors, comme un projecteur, je ne vois pas bien la salle, mais j'ai l'impression que vous êtes nombreux. Il y a énormément, on est encore un pays quand même où on aime le fond. Et moi, je suis très frappé, dans ma position actuelle, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, ce machin qui s'appelle au commissariat à la stratégie au plan, mais en gros, on essaye de faire justement de l'expertise et du temps long, de dire c'est quoi la politique de l'eau du pays qu'on doit avoir pour 2050 et pas le budget 2026, même s'il faut aussi débattre du budget de 2026. Et en fait, c'est un apaisement intellectuel énorme. Et j'ai l'impression que dans le secteur privé comme dans le secteur public, moi je vois beaucoup d'entreprises qui disent on a besoin de savoir quand on fait de l'énergie, quand on fait du renouvelable, quand on est un constructeur d'infrastructures et qu'on fait une ligne à grande vitesse, on a besoin de savoir si c'est fait ou ça ne se fait pas. Si en 2050 le projet est porté par les collectivités d'État ou pas. Bon. Et donc cette idée quand même du fond, du temps long, du débat, on le fait là, je suis optimiste sur le fait qu'il y a une attente. Et encore une fois, ceux qui ne sont pas fans de l'anti-expertise, du clash et du buzz, d'abord ont un espace, mais ont une responsabilité. Et je suis convaincu qu'il y a une attente en ce sens, qu'il faut après l'incarner, la matérialiser. Et comme Lucille, mais ça serait trop long, moi je suis convaincu que notre premier sujet est un sujet institutionnel. Je prends juste cette anecdote. On faisait justement à l'Élysée un débat pour savoir quelles étaient les réformes qu'il fallait porter après les Gilets jaunes. Bon. Et moi, j'ai dit, j'étais conseiller en charge de l'Europe, donc rien à voir à ce moment-là, j'ai dit, je pense que le premier sujet, c'est institutionnel. Alors tout le monde m'a rionné en me disant, t'es gentil, regarde les sondages, les gens, ils parlent de pouvoir d'achat, ils parlent d'immigration, ils parlent éventuellement d'écologie en bien ou en mal, mais enfin, ils parlent jamais de réforme institutionnelle, tout le monde s'en fout. Bon. Et en fait, tout part de là. Parce que quand vous avez une défiance, et notre système présidentiel, quel que soit le président, et je ne l'avais pas comme conviction au départ, je l'ai acquis en cours de route, est un problème. Moi, je crois à la proportionnelle, je crois à des référendums annuels, je crois au fait qu'il faudrait voter pour le Parlement avant de voter pour le président et pas l'inverse, parce que comme ça on parle du programme législatif avant d'avoir une personnalité un peu au-dessus du système, etc. etc. Je ne vais pas vous faire tout le bouquin, il est très bien, il est là-bas. Mais blague à part, je suis convaincu que s'il y aura un futur mandat 2027, s'il n'est pas entre les mains de populistes et d'extrémistes, et j'espère bien qu'il ne le sera pas, il faut commencer très sincèrement par une réforme institutionnelle. Lucille Schmitt, pour terminer sur ces questions d'écologie, avant 2027, il y a 2026, il y a les municipales dans 4 mois. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour sortir l'écologie de son couloir, pour les maires écologistes, les élus écologistes, de démontrer effectivement leur efficacité, éprouvée quand ils sont aux commandes locales, qu'ils savent aussi faire de l'économie, du social, de la sécurité. Voilà, il y a cette forme de savoir-faire et de faire savoir qui est importante. Oui, c'est assez passionnant. Alors on sait qu'une élection municipale, on dit toujours, c'est d'abord une élection locale. Sauf que dans le cas des maires verts, comme je le disais tout à l'heure, ils ont été élus par surprise et ils ont été très nombreux et ils dirigent de très grandes villes dans lesquelles leurs adversaires les attendent au tournant. Je pense qu'effectivement, ça peut être l'occasion de démontrer les choses. Après, toute la question, et ça a été dit, c'est qu'en campagne électorale, on a à la fois son bilan et puis on a la représentation. Moi, je voyais, par exemple, j'étais à Strasbourg il y a quelques jours et on me disait « oui, mais la maire n'est pas bonne oratrice ».
C'est-à-dire qu'on voit bien que d'une certaine manière, ces maires verts, lorsqu'ils ont été élus, ne correspondaient pas à nos archétypes. Est-ce qu'ils étaient bons orateurs? J'en sais rien, ça dépend desquels. Est-ce qu'ils n'avaient pas fait de maladresse? Je me rappelle de ce qu'a dit Pierre Urmic sur l'arbre mort qui lui a été reproché, mais qui a été repris, etc. Je me rappelle ce qu'a dit Grégory Doucet à Lyon sur le Tour de France. Je me rappelle aussi de ce qu'avait dit Eva Joly lorsqu'elle était candidate à la présidentielle, où elle avait dit qu'il fallait supprimer le défilé du 14 juillet. Donc tout à l'heure, on parlait des symboles. On voit bien que chez un certain nombre de Verts, l'envie d'aller contre les symboles a pu heurter. Mais disons-nous une chose, c'est qu'ils ont introduit de nouveaux symboles. Et déjà, le symbole d'élus ayant des convictions fortes chevillées au corps pour lesquelles ils étaient prêts à commettre des maladresses. Moi, j'espère que nombre d'entre eux seront réélus parce que je pense que la question des convictions et la capacité à faire des maladresses, à ne pas penser sans cesse aux médias, peut être une manière d'être plus fort. En revanche, je pense qu'une des difficultés, c'est cette articulation, comme je disais, entre la vie politique locale et la vie politique nationale, et que la façon dont on peut imaginer des maires qui prennent leur place dans la vie politique nationale, pas seulement avoir le buzz télévisuel, ça c'est essentiel. Donc je pense que ces élections seront l'antichambre, évidemment, de ce qui se passera en 2027, et en ce sens, espérons qu'elles fassent émerger ou confortent des personnalités qui prendront aussi leur place, comme le maire de New York, maintenant va prendre sa place dans la vie nationale aux États-Unis. On a besoin de ces maires qui prennent leur place dans la vie politique nationale, et j'espère qu'il y aura de nombreux écologistes. Parmi les questions qui ont été déposées sur l'appli Slido pendant qu'on échangeait, on a déjà abordé pas mal de sujets, mais je voudrais quand même garder une question et qui nous permet d'ouvrir un sujet qu'on a tout juste effleuré. À l'image de la radicalisation des droites, est-ce que l'extrême gauche n'empoisonne pas, elle aussi, le débat public? Clément Beaune? Je sais que vous ne les renvoyez pas dos à dos. Non, effectivement, mais oui, je pense, mais par une stratégie effectivement de conflictualisation systématique. Et là, on a pour le coup, on a à la fois une méthode très nouvelle, enfin en tout cas très nouvelle, très adaptée. Sans doute, moi j'ai fréquenté des députés LFI quand j'étais sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est sans doute les meilleurs sur les réseaux sociaux, par exemple. Bon. Pour faire du clash, capter quelque chose, à mon sens le détourner et être souvent assez malhonnête sur la présentation des choses, mais c'est une stratégie de conflictualisation assumée. Bon, et il y a en revanche une constante historique, c'est que je pense que l'obsession de l'extrême gauche, c'est de tuer d'abord la gauche modérée. Bon, premier ennemi de l'extrême gauche, c'est la gauche quand même, ça ne change pas. Et ça me gêne, parce qu'on a besoin, qu'on soit de gauche ou pas d'ailleurs, d'une gauche républicaine, responsable, qui assume des compromis, etc. Et c'est pas l'extrême gauche, c'est pas sa culture politique. Là où je ne les renvoie pas dos à dos pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées, et celle du Front républicain en particulier, là où il y a un point commun, c'est d'abord la volonté d'être face à face entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est le rêve de l'extrême droite d'être face à l'extrême gauche parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Et c'est le rêve de l'extrême gauche d'être face à l'extrême droite parce qu'ils pensent que même s'ils ne gagnent pas, ils seront ensuite l'opposition durable dans la rue ou dans les urnes à un pouvoir qui sera présenté comme, et qui sera sans doute dangereux, et qui sera présenté comme fasciste. Bon, c'est ça le rêve. Bon. Ça, moi, ça m'effraie. Parce que je pense au contraire, et même si ce n'est pas à la mode, mais moi je pense que ça sera l'obligation des prochaines élections législatives, aux coalitions, aux accords même avec des gens avec qui on ne pense pas exactement pareil, mais avec lesquels on peut s'entendre pour avancer. Et je suis effectivement inquiet parce qu'on est le seul pays, on est le seul pays en Europe en tout cas, on a à la fois une extrême droite puissante et qui est, j'ai dit que j'espérais qu'on n'y soit pas, mais qui est en situation d'exercer le pouvoir, en risque pour le pays d'exercer le pouvoir, et une extrême gauche qui est aussi très puissante et peut-être même la deuxième force après l'extrême droite quand on regarde certains sondages. Ça, pour le coup, il n'y a pas d'équivalent en Europe, où vous avez les deux à la fois. Et donc ça dit aussi quelque chose, pour y revenir, sur notre culture politique, qui n'aime pas la modération, qui n'aime pas la nuance, qui aime encore moins le compromis. Je prends le débat budgétaire pour illustrer. Le débat budgétaire, on dit, mais tant mieux, il y a un frémissement de compromis, de discussion entre des partis qui ne pensent pas pareil. Moi, ça ne me choque pas du tout, loin de là, surtout quand on regarde les autres pays européens. En revanche, là, on n'est pas du tout comme les autres pays européens, même maintenant, c'est qu'ils ne rentrent pas dans un débat budgétaire en ne sachant pas où ça débouche. Ils font un accord, ils arrivent à s'entendre et à se serrer la main autour d'un accord signé entre un parti de gauche et un parti de droite, même si sur plein de sujets ils ne pensent pas pareil, en disant « Ok, on a obtenu ça, on a lâché ça, on le dit publiquement à ciel ouvert, c'est le compromis ». Ça s'appelle un accord de coalition pour un mandat ou pour un projet de budget en particulier. Ça, on n'est pas du tout encore capable de le faire. Mais je le dis, ce qu'on a vécu avec les élections de 2024, même si elles étaient imprévues et brutales,
et cette fragmentation qui en résulte, moi je crois que ça va durer. Je ne crois pas du tout, j'en suis même sûr, peut-être que je me trompe complètement, mais j'en suis sûr, s'il n'y a pas un président ou une présidente issue de l'extrême droite en 2027, je prends le pari qu'aux élections législatives qui suivent, ce président ou cette présidente qui n'est pas d'extrême droite n'aura pas de majorité parlementaire, seul, et donc devra trouver des éléments de compromis. C'est pour ça que je défends la proportionnelle, parce que la proportionnelle, ça change la campagne. La proportionnelle, vous ne tapez pas, si Lucille Schmitt et moi, on n'est pas sur la même étiquette politique, on ne va pas se taper dessus ou s'insulter, d'abord parce que ce n'est pas ma façon de faire, je crois, pas la sienne non plus, mais parce que peut-être demain, en fonction de ce que choisissent les électeurs, il faudra, sur certains sujets, ou pendant 4 ans, ou 5 ans, travailler ensemble. Bon, ça, les Allemands le savent, les Italiens le savent, les Néerlandais le savent, pas nous. Cole ? Oui, juste pour rebondir, parce que je pense que c'est bien de critiquer finalement l'ensemble des partis politiques en France, et je suis d'accord. En tant que journaliste, je sais que, par exemple, la France Insoumise n'a pas les meilleurs rapports avec les journalistes. Donc moi, je le sais personnellement, parce que je l'ai vécu. Donc ça, il faut bien le dire. Mais c'est très bien, je pense qu'il faut ouvrir dans ce cas-là et parler aussi de... J'ai entendu tout à l'heure Clément Beaune disait... qu'il ne faut pas faire de l'extrême droite light, enfin du RN light. Je pense que c'était ça la phrase. Je suis bien d'accord, mais il faut constater malheureusement qu'on a aussi, on voit dans le gouvernement des phrases, des sorties, des glissements. Et c'est ça, on a des tics de langage ou des phrases qui sortent parfois des bouches du membre du gouvernement qui vont dans ce sens-là. Ou même des stratégies de communication. Quand je pense par exemple, on est en juin dernier, donc au moment où vous êtes tous au courant des rafles anti-immigration aux États-Unis organisées par ICE, donc l'agence fédérale, il y a le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui organise en même temps, en juin, 2 journées de contrôle d'identité où il invite, et ça c'est vraiment, on voit la mise en spectacle, il invite la presse devant. On sait que de toute façon, c'est très, très symbolique. Il invite la presse, il fait un spectacle autour du contrôle de l'immigration. Donc là, pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'il s'inspire beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Quand on voit ce combat contre le wokisme qui maintenant est devenu complètement banal en France, qui a commencé aux États-Unis, ça, on a des membres du gouvernement ou des anciens membres du gouvernement. Je pense à l'ancien ministre de l'Éducation, je pense à l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur qui parlait de l'islamo-gauchisme qui gangrénait les universités françaises. Donc j'ai envie de dire, oui, on a des pratiques trumpistes qui s'imprègnent dans notre politique. On a aussi une responsabilité des membres du gouvernement qui, à mon avis, est très élevée. Évidemment, je fais la distinction, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais reconnaissant que, je veux dire, tout le monde a sa part de responsabilité et aussi, malheureusement, ceux qui sont au gouvernement. Un dernier mot, Lucille. Oui, moi je voulais dire en très peu de mots qu'une des différences essentielles aujourd'hui, c'est que l'extrême gauche, enfin LFI, ne veut pas exercer le pouvoir, tandis que le Rassemblement national veut l'exercer. Et donc ça, c'est un problème, parce que il se pose de manière ultra protestataire, tandis que le Rassemblement national, nous venons d'en parler longuement, ils veulent arriver au pouvoir et exercer la fonction suprême. Donc ça, c'est une vraie différence. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils sont d'autant plus forts, LFI, que le Parti socialiste est faible, et qu'aujourd'hui, sa difficulté à représenter un projet crédible, cohérent, on en revient à la question de la compétence, on le voit dans la discussion budgétaire. Au fond, il y a autour de la vie parlementaire, dans cette discussion budgétaire, une occasion manquée de montrer qu'il peut y avoir une vie parlementaire où il y a de la compétence et de l'efficacité. Donc c'est compliqué. Et la différence entre le Rassemblement national et LFI, c'est d'abord le fait que, d'un côté, il y a plusieurs partis, effectivement, il y a une sorte de conglomérat, et il y a l'envie de faire la peau au Parti socialiste qui se laisse faire la peau. Donc c'est différent. Et en ce sens, je trouve que la France insoumise et le Parti socialiste ont chacun leur part de responsabilité dans ce qui se joue, qui est l'extrême faiblesse de la gauche dans tous les sondages. Merci beaucoup Lucille Schmitt, merci Clément Beaune, vous avez merveilleusement pitché. Je dirais malgré tout que la politique est belle et que vous allez dédicacer d'ici quelques dizaines de minutes à la clôture de ces tribunes. Et Cole Stengler, Le Miroir américain aux éditions Les Arènes, que vous allez dédicacer également. On était sold out hier, mais il y a eu de la réappro, donc vous allez pouvoir le dédicacer également dans quelques minutes. Merci infiniment, je vais vous laisser regagner la salle.